Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or reçoit pour Imo Week aujourd'hui Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable. Bonjour Philippe Pelletier. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Vous êtes l'auteur, vous avez écrit en septembre et publié un plaidoyer pour un élan renouvelé. C'est le titre de vos écrits. Dans ce plaidoyer pour un élan renouvelé, vous évoquez, Philippe, des signaux faibles d'un ralentissement de la transition écologique. Quels sont selon vous les plus préoccupants aujourd'hui ? Alors, un mot d'abord sur ce qui m'anime. Effectivement, nous observons un certain nombre de signaux qui montrent que l'élan qui a mené cette action collective vers des bâtiments durables depuis 15 ans est en train, sinon de ralentir, du moins de marquer le pas. On le voit à des idées ou des actions qui, chacune d'entre elles n'est pas déterminante, mais le faisceau montre une direction. Pensez à cette critique sur le zéro artificialisation net, Oui, le ZAN. le ZAN. Pensez à cette idée de réguler la réglementation environnementale qui est entrée en vigueur depuis peu. Regardez cet épisode de l'été dernier relatif à MaPrimeRénov' qui a arrêté le processus pour sûrement de bonnes raisons, mais qui fait que l'élan s'est rompu et on peut continuer cet inventaire. Et donc, devant ce constat et devant le fait que nous avons un bilan que je trouve extraordinairement positif, qui marque les 15 années écoulées, l'idée m'est venue qu'il était peut-être le bon moment de faire un point d'étape et de se demander quels sont les leviers qui vont nous conduire pour animer ce chemin vers des bâtiments durables jusqu'à 2050. Il reste 25 ans, ce n'est pas rien pour progresser ensemble. Au-delà d'un point d'étape, c'est plus une alerte que vous lancez. Je ne sais pas si on a besoin de moi pour être un lanceur d'alerte. En tout cas, la situation vous interpelle. Je dis que nous observons un certain nombre, d'ailleurs, de signaux plutôt contradictoires. À la fois, nous constatons que l'effort budgétaire de l'État, dans le contexte que l'on connaît, est nécessairement bridé sur ce secteur de la transition écologique, et on le voit. Et à la fois, nous observons que la société française s'est littéralement transformée au point de vouloir vivre dans des logements plus confortables et plus économes d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a un contraste entre la capacité de l'État à accompagner le mouvement et le fait que la société a bien compris la nécessité du mouvement. Les collectivités territoriales, qui ont aussi des soucis budgétaires, accompagnent de façon inégale le sujet et, en somme, on se dit qu'il y a peut-être besoin d'une réflexion collective pour ajuster le tir et repartir sur des bonnes bases. Alors, de ce point d'étape que vous faites, de ce plaidoyer, vous faites aussi des propositions pour la suite. Vous proposez notamment de passer d'une approche centrée sur l'énergie et le bâti à une approche guidée par le carbone, l'usage et les territoires. Vous venez de l'évoquer rapidement. Concrètement, en quoi est-ce que cela change la manière d'agir ? Alors, ça va changer beaucoup. D'abord, dans cette réflexion, je commence
je l'ai dit d'un mot il y a un instant, je commence par un bilan des 15 ans passés et ce bilan est très positif. Simplement, je pense qu'il a assez largement épuisé ses effets. Et notamment sur un sujet essentiel qui est quel est le guide, le chef d'orchestre de l'action sur les 25 prochaines années. Je pense que ce n'est plus le rôle de l'État. Je crois qu'il lui faut passer la main aux collectivités territoriales. Je pense aussi que l'entrée dans cette mise en mouvement de la société que l'on a fait en mettant en relief le fait que l'économie d'énergie provoque de l'économie de dépenses, ce fait-là, en somme, a fonctionné intelligemment et qu'il faut aujourd'hui parler à la fois de ce qui est la vraie préoccupation, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il faut aussi s'attaquer à des sujets qui n'existaient pas il y a 15 ans ou avec moindre intensité et qui percutent la vie des gens aujourd'hui, qui est ce besoin d'adaptation des logements au dérèglement climatique. Faire en sorte que les gens qui vont avoir trop chaud chez eux dans les périodes de canicule soient protégés de cette forte chaleur, surtout que la population vieillit, faire en sorte que les autres désordres, par exemple le retrait-gonflement des argiles, puissent être traités sous forme non pas seulement d'une prise en charge des sinistres par les assureurs, mais d'une prévention qui permet d'éviter ces sinistres. Donc l'adaptation me paraît devoir se mêler à la rénovation qui était auparavant le guide qu'on menait, accompagnée d'une évolution continue de nos comportements par une recherche de sobriété dans l'usage des biens. C'est ce triptyque que je mets en avant. Et donner davantage de responsabilité aux collectivités territoriales, ça veut dire quoi? Quels leviers doivent-elles activer pour être vraiment à la hauteur de la mission? Alors, je pense qu'il faut que là aussi on change de l'action qui a été menée jusqu'à présent, qui consiste à traiter les propriétaires ou les occupants un par un, ou dans le bâtiment collectif en copropriété, ou dans le bâtiment à usage de logement social, mais qu'on raisonne en fonction de l'espace urbain dans lequel se trouvent ces bâtiments. Qu'on arrête en somme d'être chacun dans son couloir de nage. Oui, on ne fait plus logement par logement. On fait, voilà, et que l'on fasse comme on l'a fait autrefois pour améliorer l'habitat des villes, des opérations programmées qui consistaient sur un périmètre donné, dans un temps déterminé, à mener des actions spécifiques. Et on sait que le succès a été considérable. Donc c'est cette idée-là, mais pour la porter, il faut que la collectivité territoriale soit le chef d'orchestre de l'action, et c'est cette idée qui m'anime. Alors, quelles sont justement aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites, les principales résistances, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, qui freinent la mise en œuvre de cette méthode que vous mettez en avant? Alors, il y a d'abord une résistance qui tient à nous tous dans la société. Nous sommes trop vite habitués à la subvention. Et probablement, il faut que nous apprenions à utiliser l'épargne considérable dont les ménages disposent, qui leur permettra de maintenir la valeur de leur patrimoine en faisant les travaux nécessaires, et puis les financements bancaires qu'il faut déployer plus largement qu'ils ne le sont aujourd'hui. En somme, les subventions resteront indispensables pour les très fragiles d'entre nous, mais il faut que le reste de la société déploie l'action avec des financements autres que celui venant de l'État. Vous rappelez, et vous l'avez encore rappelé au début de cet entretien, que l'objectif 2050 est là, il reste inchangé, donc il reste 25 ans. Quels sont à vos yeux les jalons prioritaires pour ne pas perdre de temps dans les 25 ans qui viennent? Il me semble que, en voilà un, après avoir accompagné la demande
c'est-à-dire essayer que les ménages soient hyper informés, rassurés, s'approprient les sujets, aujourd'hui soient accompagnés dans les processus. Il faut s'intéresser à l'offre. L'offre de travaux comme l'offre de services ne sont pas sur l'ensemble du territoire d'une efficacité établie. Il y a bien entendu des entreprises de grande qualité, il y a bien entendu des terreaux géographiques sur lesquels on sait qu'on trouve ces entreprises de grande qualité, mais sur l'ensemble du pays, nous manquons de cette offre disponible et experte. Et il faut donc arriver à ce que les artisans constituent des groupements, serait-ce temporaires, pour produire une prestation globale de nature à satisfaire le client. Il faut qu'on arrive à ce que l'offre puisse très vite garantir la performance attendue par le ménage propriétaire ou occupant. Il y a là des perspectives qui, en somme, conduisent à recentrer le regard de la demande où il était porté vers l'offre et la qualité de l'offre qu'on a trop négligée. Vous proposez dans ce plaidoyer une large concertation pilotée par le plan bâtiment durable. Qu'attendez-vous d'une telle démarche et comment éviter qu'elle ne reste au stade de débat? Alors, l'expérience du plan bâtiment, c'est de mener des concertations et nous l'avons fait pour conduire à des propositions très concrètes à l'occasion d'une mission que nous avait confiée le Parlement, relayée ensuite par le gouvernement, qui est d'écrire la feuille de route de la décarbonation du bâtiment. Vous vous rappelez peut-être que en janvier 2023, nous avons remis un rapport au gouvernement. J'ai été chargé avec le CSTB de coordonner cette concertation et elle a conduit à des propositions très précises montrant que l'ensemble des acteurs arrivent à des consensus de place sur un certain nombre de perspectives. C'est la même idée, faire ce que nous avons fait là, faire ce que en 2007 le Grenelle de l'environnement avait réalisé. Il faut recommencer régulièrement à solliciter la société dans toutes ses composantes, les collectivités territoriales, les acteurs, les associations protectrices de l'environnement, les partenaires sociaux et l'État pour, en somme, déterminer ensemble les leviers qui vont conduire l'action sur les 25 ans qui viennent. Donc c'est une proposition que je fais et si on arrivait à la mettre en œuvre en 2025-2026, eh bien on aurait un dossier qui serait en état de marche pour que à la fois les candidats à la présidentielle s'en saisissent et que le futur président de la République, dans la constitution de son équipe gouvernementale, traduise cela en action. J'ai une dernière question, Philippe. Justement, je le disais au début de cet entretien, vous avez écrit et publié ce plaidoyer à la rentrée, au début du mois de septembre. Comment les professionnels, les institutionnels, les collectivités territoriales que vous évoquez, ceux qui l'ont lu en tout cas, déjà réagissent? Est-ce que vous avez des retours? Alors, j'ai d'abord soumis ce texte à la discussion des principaux membres du plan bâtiment durable, la trentaine d'acteurs qui constituent notre bureau, et on va continuer à travailler puisque ce texte est appelé à évoluer. Je ne doute pas que lorsque nous aurons un ministre du logement qui sera de nouveau au travail, il y trouvera intérêt et pourra peut-être appuyer par une mission cette volonté que j'ai de rassembler pour organiser l'avenir. Alors justement, pour conclure, quel message vous souhaitez adresser aux professionnels du secteur pour qu'ils s'engagent pleinement dans cet élan renouvelé que vous appelez de vos voeux? Le message est simple, votre voix est essentielle pour organiser ce parcours. Ce n'est pas d'un bureau d'une administration
qu'il va être, à partir de là, qu'il va être conçu. C'est vous, c'est nous tous ensemble qui allons dire à quel rythme, dans quelle direction, avec quels outils, sur quel périmètre, pour quelles personnes il nous faut agir ensemble. Et je ne doute pas que nous y parviendrons. Merci beaucoup, Philippe Pelletier, d'être venu nous éclairer sur ce sujet ô combien important. Merci d'avoir participé à cette émission et merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cet épisode du Cercle Pierre d'Or reçoit sur le site imoweek.fr, sur la chaîne YouTube ImoWeek et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Philippe Pelletier. Merci, Eric.